Je suis Marion Menu, auditrice du master spécialisé SILAT, et nous allons donc poser à nos différents intervenants lors de la session 1 la question suivante. Un géomaticien sert-il encore à quelque chose ? Alors ce titre est volontairement provocateur et il a pour objectif de mener ensemble une réflexion sur le devenir du géomaticien au vu des évolutions récentes de sa filière professionnelle. Alors, le géomaticien est celui que nous considérons comme l'expert des données spatialisées. Il évolue désormais dans un monde où la production de données cartographiques est ouverte à tous, via par exemple des projets participatifs de type OpenStreetMap. Il évolue dans un monde où les traitements complexes sont opérés par des algorithmes, où les données géographiques ainsi que les outils d'analyse sont largement diffusés et rendus accessibles à chacun. Pourtant, ce sont davantage des informaticiens que des géomaticiens qui vont mettre en ligne les données et définir les algorithmes. Alors admettons, je suis une utilisatrice thématique, je n'ai jamais ouvert de logiciel ESIG, je ne connais pas les systèmes de projection, je ne connais pas les règles de sémiologie graphique, mais pourtant, grâce aux dernières solutions web, je suis capable, en 2 clics, de générer une carte, des données qui m'intéressent, avec l'échelle, la mise en page que je souhaite. Alors, à quoi sert le géomaticien ? Qu'apporte-t-il en termes de qualité des données, en termes de compréhension des processus ? En quoi son expertise est-elle essentielle ? Et apporte-t-il plutôt des traitements sophistiqués ou se place-t-il davantage comme le garant des bons usages ? Alors je suis convaincue que nos différents conférenciers vont apporter des réponses pertinentes à ces questions. Et je laisse la parole à Sébastien pour introduire notre premier intervenant. Merci Marion, bonjour à tous. Alors la première intervention est celle de M. Merixquet. Il va analyser la transformation du métier de géomaticien suite à l'ouverture et suite aux évolutions récentes en termes d'ouverture et de diffusion des données publiques. Il évoquera aussi les nouveaux modes de production de données, en particulier le crowdsourcing. Il a un doctorat en géographie et sa thèse concernait l'étude des processus participatifs. Son intervention va nous permettre d'éclairer la place que le géomaticien peut tenir dans ce nouveau paysage de Big Data. Et sans plus attendre, s'il est prêt, je lui passe la parole. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Boris Merixquet, je suis enseignant-chercheur en géographie à l'université Rennes 2. Niveau recherche, je m'intéresse beaucoup aux données spatiales sur le web. Et puis niveau enseignement, je m'occupe d'un master aussi en SIG, le master SIGAT, je fais finir ma promotion, le master Système d'information géographique et analyse des territoires. Donc c'est comme SILAT, mais sauf que le L est remplacé par le G. Donc dans le fond, c'est à peu près le même type de formation, sauf que nous, on est sur une formation plus classique, bac plus 4, plus 5. Voilà. Donc je voulais remercier les organisateurs puis les auditeurs d'organiser cette journée. Comme le disait très bien Thierry, je trouve comme Thierry qu'on manque aujourd'hui d'occasion de pouvoir discuter, de pouvoir échanger entre universitaires, scientifiques, mais aussi acteurs, praticiens, élus autour du devenir de la géomatique, qui est un monde qui est en pleine évolution. Et on le sait, comme le disait très bien Thierry, ça va très très vite. Donc moi aujourd'hui, j'ai décidé de tenter de répondre à cette question visiblement existentielle pour les auditeurs du master SILAT. Est-ce que vous servez encore à quelque chose ? Et même moi qui est géomaticien, et comme je pense beaucoup de gens dans cette salle, est-ce qu'on sert encore à quelque chose à l'heure des big data, à l'heure des data scientists et autres blablabla ? Ma réponse, je vous le dis tout de suite, je spoil, c'est oui. On a besoin plus que jamais aujourd'hui de géomaticiens, de spécialistes de l'information géographique qui ont vraiment cette compétence. Parce que, comme le disait Thierry, je vais beaucoup le dire dans cette présentation, comme le disait Thierry, l'information géographique, c'est une donnée numérique d'un type particulier qui a cette spécificité de modéliser l'espace, et l'espace, on le sait aujourd'hui, est au cœur de nos pratiques, au cœur de notre vision, au cœur de nos pratiques. Donc, un géomaticien sert-il encore à quelque chose ? Oui. Et donc moi, je vais essayer d'axer mon propos en vous démontrant qu'on a aujourd'hui plus que jamais besoin de géomaticiens, surtout en lien avec 2 grandes évolutions majeures que connaît la géomatique aujourd'hui. D'un côté, le mouvement d'ouverture, mais pas uniquement d'ouverture, on le voit aujourd'hui, la phase 2 de normalisation, de standardisation des données territoriales, notamment publiques. Et puis, on a également aujourd'hui plus que jamais besoin de géomaticiens à l'heure du crowdsourcing géographique.
à l'heure où aujourd'hui les amateurs, c'est-à-dire les non-spécialistes, produisent, mettent à jour des bases de données privées, mais également institutionnelles. Donc en gros, ça va être les deux parties de ma présentation. D'un côté, plutôt le mouvement Open Data, rôle et place du géomaticien. Et dans une deuxième phase, crowdsourcing géographique, avec un gros focus, vous vous en doutez, sur OSM, qui est le projet des projets. Et je vous montrerai en quoi on a besoin de géomaticiens. Même aujourd'hui, si on peut dire, besoin de géomaticiens, il y a OSM. Du coup, on a la donnée gratuite, de qualité. On peut en discuter. Donc c'est toujours intéressant de pouvoir poser un peu le contexte. Je ne vous fais pas un cours sur l'open data, hein, je pense que vous connaissez, puis on entend assez parler au quotidien. Mais en tout cas, le fait est qu'aujourd'hui, pourquoi il y a de l'open data, en tout cas dans un contexte français, c'est comme bien souvent à cause des injonctions législatives. La législation, depuis à peu près moins d'un an, elle a évolué. Effectivement, en tant que géomaticien, on a depuis une dizaine d'années le spectre de la directive Inspire qui plane au-dessus de nos praticiens. Il faut documenter, il faut normaliser, il faut ouvrir vos données. Donc moi, j'aime bien dire que les géomaticiens, même lorsque je discute avec des gens de l'open data, moi j'aime bien dire que les géomaticiens, ça fait déjà 10 ans qu'ils font de l'open data sans forcément utiliser le terme. Pour eux, non, c'est pas forcément de l'open data comme ils l'entendent. En tout cas, aujourd'hui, j'en cite deux. Loi NOTE, loi pour une république numérique, pour faire simple. Les collectivités de plus de 3500 habitants doivent publier et mettre à disposition dans des standards ouverts, et j'insiste sur le terme de standard ouvert, leurs données numériques. Au cœur du process de l'open data, effectivement, la donnée géographique est une ressource clé de l'open data. Moi, j'aime beaucoup essayer de quantifier tout ça, donc j'aime bien me balader sur des portails open data, notamment sur le DataGouv, qui est le portail des portails. Et lorsque je m'amuse à sortir des statistiques, plus de la moitié des données qui sont mises à disposition sont des données géographiques. Donc ce n'est pas uniquement de l'information géographique, mais en tout cas, la donnée géographique a une place très importante dans le process d'open data. Puis aujourd'hui, en France, on a un open data qu'on appelle par défaut, c'est-à-dire, c'est la règle, on n'a pas le choix, tout le monde doit s'y contraindre. Donc dans les faits, pour les acteurs, ce n'est pas forcément évident, sauf pour certaines métropoles, comme Montpellier ou Rennes, qui sont positionnées depuis quelques années sur cette question, donc ont une certaine expertise. Mais pour beaucoup de collectivités, comme je pense à des communautés de communes, par exemple, où des fois, il n'y a même pas de géomaticien, ni même d'informaticien en interne, l'open data, ils en sont encore loin. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on a effectivement une injonction législative, mais dans les textes, un peu comme le monde de la concertation territoriale, on n'a pas de cadre opérationnel. Chaque acteur fait un peu comme il veut, du moment qu'il fait de l'open data. Et surtout, peu d'accompagnement. Effectivement, il y a des associations comme Open Data France qui vont permettre de faire un peu de sensibilisation, mais en gros, les acteurs, souvent sur le terrain, ils doivent un peu se débrouiller. Et les acteurs dans le monde de l'open data, ils sont nombreux. Il y a effectivement les informaticiens, les services de com, les gens du marketing, les gens du numérique, les gens de la smart city, et puis les géomaticiens. Donc des fois, c'est difficile de faire converger un peu les visions de tous ces acteurs. En tout cas, ouvrir ces données, c'est intéressant, mais il y a plein de manières de faire de l'ouverture de données, notamment géographique. En gros, on peut mettre en place un portail open data, quelque chose de classique, contribuer à des infrastructures de données géographiques que vous connaissez à l'échelle départementale, régionale ou nationale, ou encore tout simplement mettre en place une page sur DataGouv et puis publier de la donnée. Ce petit schéma, je l'aime bien, il vous montre juste le système, l'écosystème de l'open data uniquement à l'échelle de la Bretagne. Donc on voit bien la complexité avec cette logique de strate territoriale, des dispositifs à l'échelle des EPCI des communes, des dispositifs à l'échelle des départements, des dispositifs à l'échelle régionale, et également des dispositifs étatiques. Et toutes les flèches, en gros, ce sont les connexions, ce qu'on appelle de moissonnage. Donc imaginez si on voulait modéliser le process, l'écosystème socio-technique de l'open data français, ça serait très très compliqué. Donc dans ce flou artistique, on a évidemment besoin de géomaticiens. Pourquoi ? Parce qu'ouvrir les données, c'est intéressant, mais aujourd'hui, l'ouverture des données, ce n'est pas uniquement publier sur un site web un jeu de données comme les naissances, les mariages, ou encore les menus des cantines, ou encore les adresses des boîtes à lettres. Dans le monde de l'information géographique, je le disais tout à l'heure, on a cette directive Inspire qui est au-dessus de nous depuis presque plus de 10 ans. Et effectivement, dans Inspire, il faut mettre à disposition les jeux de données publics, mais il faut surtout les documenter, c'est-à-dire faire des métadonnées. Qualifier, définir, décrire les jeux de données. Pourquoi ? Pour pouvoir les référencer, afin que ces jeux de données soient plus facilement accessibles. En tout cas, qu'on puisse les trouver plus facilement. Donc voilà, avec une multitude d'informations que vous connaissez, la date, la thématique, les auteurs, les contacts, l'emprise, la résolution, le système de coordonnées, etc., etc. Puis ces métadonnées, n'importe qui n'est pas forcément en capacité de les remplir, parce que c'est des métadonnées en mode Inspire, qui suivent des normes ISO.
Donc c'est très compliqué. Enfin, c'est très compliqué. C'est pas forcément très compliqué, c'est surtout très long et plutôt fastidieux pour les acteurs. Donc il y a des fiches, des gabarits de métadonnées. Et puis ces métadonnées, il y a des métadonnées de données, mais également des métadonnées de services. Parce que ces données, aujourd'hui, on essaye de les pousser au grand public et aux partenaires via des services web, notamment les services de l'OGC que vous connaissez, WMS, WFS ou encore le CSW pour les services de métadonnées. Et puis une fois que ces données elles sont documentées, il faut les cataloguer, c'est-à-dire qu'il faut les référencer à un endroit commun qu'on appelle le géocatalogue. J'insiste, le géocatalogue, ce n'est pas un portail open data. Sur le géocatalogue, on ne télécharge pas des données. On peut juste identifier si cette donnée existe et si elle existe, qui la possède. Et puis des fois, on a un lien, mais ce n'est pas le but premier du géocatalogue. Donc référencer les données, le géocatalogue, pourquoi? Faciliter l'identification, l'accès, etc., etc. C'est très intéressant le géocatalogue dans le sens où aujourd'hui, il y a cette logique de rapportage annuel et depuis quelques temps, il y a des tableaux de bord en ligne qui nous permettent de quantifier un peu où on en est. Donc ça, c'est le rapportage de fin 2017. Sur le géocatalogue, actuellement, on a plus de 117 824, enfin plus de 117 000 jeux de données géographiques qui sont catalogués. Donc effectivement, on se rend compte qu'il y a vraiment une prolifération de ces données géographiques qui, au moins dans une phase 1, sont au moins référencées, comme dans un moteur de recherche, quand on arrive dans une bibliothèque, quand je cherche un livre. Et puis, la phase plutôt que je dirais 3, aujourd'hui, ces données également, on les catalogue, on les documente, on les publie, faut également les standardiser. C'est-à-dire que dans une logique aujourd'hui de réseau des réseaux qui est Internet, dans cette logique de mise en connexion des bases de données, des applications et des utilisateurs, la notion clé, vous le savez très bien, c'est l'interopérabilité. Il faut que les données, il faut que les services et il faut que les bases de données puissent être connectées entre elles pour apporter de la valeur ajoutée. Donc notion fondamentale, on peut distinguer effectivement, numéro 1, la compatibilité dans le domaine de la géomatique. Voilà, j'ai QGIS, puis je travaille avec des shapefiles, pas de problème. Dans QGIS, tu peux ouvrir un shapefile, c'est compatible. Les standards de fait, les standards de fait, on le sait, c'est le shapefile. Même si on est pro open source, même si on n'utilise pas Esri, la plupart des acteurs sur le terrain utilisent des shapefiles, standards de fait. Mais si on suit la législation, et c'est ce qu'on appelle les bonnes pratiques, on va plutôt privilégier un standard ouvert, type par exemple GeoJSON. Mais le GeoJSON, pour plein de gens, qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est comme un shapefile, mais en standard ouvert. Non, c'est trop compliqué, je continue à utiliser le shapefile. Donc ça, c'est pareil, il faudra du temps pour arriver vraiment dans une logique de standardisation ouverte des données géographiques. Et puis on pourrait se dire, effectivement, c'est plutôt compliqué, on s'arrête là. Non, on ne s'arrête pas là. Parce que l'ouverture des données, aujourd'hui, elle est dans une phase 2. C'est la phase de standardisation des données publiques, avec notamment ces fameux géostandards. Moi, je suis toujours surpris parce que les géostandards, on en parle assez peu, en tout cas dans la sphère universitaire, dans la sphère de recherche, alors qu'à mon sens, ils sont vraiment très intéressants et ils sont caractéristiques et symptomatiques du changement qu'on a autour de la donnée. Donc, partager des données sur des plateformes intéressantes, dans des standards où tout le monde peut les ouvrir, c'est intéressant, mais là, on arrive sur la forme de standardisation que je qualifie, moi, niveau 2. Donc pour faire simple, les géostandards sont gérés, en tout cas validés par la Covadis, qui est une commission interministérielle qui est en charge de définir, de structurer, de normaliser un certain nombre de jeux de données, plutôt de références, qui sont utilisés par la majorité des acteurs. Il y a 27 géostandards actuellement qui sont actés, autour notamment de thématiques très intéressantes et très importantes, comme les PLU, les servitudes d'utilité publique. Le géostandard qui marche bien aujourd'hui et qui recrute beaucoup en géomatique, je le dis aux étudiants, c'est le déploiement de la fibre, FTTH, avec notamment le géostandard GRAS-THD. Et puis des géostandards autour des plans de prévention des risques naturels, des plans de prévention des risques technologiques, etc. etc. Donc l'exemple que je trouve le plus parlant pour un peu introduire cette question de cette normalisation poussée de la donnée géographique, c'est le PLU. Aujourd'hui, dans certains cas, ce qu'on appelle le PLUI. Donc le PLU, c'est vraiment le document d'urbanisme opérationnel, c'est lui qui guide un peu l'urbanisme opérationnel en termes de prescription, en termes de zonage, en termes d'urbanisme opérationnel, qu'est-ce que je peux faire en termes de constructibilité, etc. etc. C'est un document qui intéresse tout le monde, les thématiciens, les spécialistes, les gens du foncier, et encore aujourd'hui plein d'entreprises. Donc la législation en vigueur dit, aujourd'hui, vous collectivités, vous êtes obligés de dématérialiser vos PLU, c'est-à-dire fini les PDF, fini les papiers, et vous devez utiliser un format SIG, donc ce qu'on appelle des gabarits.
C'est-à-dire que l'idée, c'est que tous les PU de France, et aussi les SCOT et les servitudes d'utilité publique, vont se retrouver dans un endroit commun, ce qu'on appelle, c'est ce que l'IGN appelle, le géoportail de l'urbanisme. Donc c'est encore compliqué, sur le terrain, certaines collectivités sont en avance, mais lorsqu'on s'amuse à regarder la carte actuelle de publication des PLU sur le GPU, eh ben on en est encore loin, alors que le 1er janvier 2020, ça arrive très vite. À ce moment, moi j'ai un groupe d'étudiants qui travaillent sur cette thématique des PLUI, et de la publication sur le portail de l'urbanisme. Ce qui est intéressant de voir, c'est que le verrou n'est pas d'ordre technique, parce que ce n'est pas forcément compliqué, il y a des outils en ligne. Le verrou est surtout d'ordre politique, c'est-à-dire qu'il y a plein d'élus qui estiment que ce n'est pas le moment, pour l'instant on a le temps, on va réviser notre PLU, on verra ça quand on verra ça. Et puis dans la pratique, en tout cas en Ille-et-Vilaine, ce qu'on a remarqué, c'est que qui s'occupe de faire ce travail de dématérialisation et de normalisation des PLU, c'est essentiellement des bureaux d'études privés et non pas les géomaticiens en collectivité qui ont déjà plein d'autres missions. Donc celui-là me paraît vraiment important, j'aurais pu en prendre d'autres, mais celui-là me paraît assez caractéristique. Parlons maintenant un peu du coup, de toutes ces données, de qualité de cette open data. Est-ce que les données qui sont mises à disposition sur tous ces portails, sur tous ces services en ligne sont de qualité? Ça dépend de l'échelle à laquelle on se pose. Depuis quelques mois, Etalab, Datagouv a mis en place le service public de la donnée, en disant, voilà, l'État a besoin de données de référence, que l'État appelle des données souveraines. Donc là, entre guillemets, Etalab fait son job et nous propose 9 jeux de données de référence, comme la base d'adresse nationale, le plan cadastral informatisé, le référentiel à grande échelle, ou encore la base sirène. On le voit, c'est beaucoup de données qui sont en lien avec l'information géographique. Donc là, pas de problème. On voit qui sont les producteurs. INSEE, IGN, Pôle emploi, donc du grand producteur institutionnel national. Donc là, pas de souci, c'est une donnée qui est estampillée, label de qualité. Moi, j'aime beaucoup l'open data, surtout pour faire travailler mes étudiants. Parce que ce qui est cool avec l'open data au niveau de la pédagogie, c'est que les étudiants peuvent travailler sur tout et n'importe quoi, aux 4 coins de la planète. C'est ça qui est super intéressant. On sort de la logique, tu travailleras sur des données IGN. D'ailleurs, les données IGN, on ne travaille plus beaucoup avec. Donc, il y a une étude qui a été faite, ce n'est pas une étude, c'est plutôt une sorte de recension qui a été faite il y a quelques semaines par une entreprise qui s'appelle Data Activist. C'est une entreprise de conseil autour de l'open data. Ils ont recensé des jeux de données et puis ils ont sorti une première analyse sur, en gros, comment ça se passait, est-ce que la donnée était de qualité. Ce qui ressort, et c'est très intéressant, ils n'ont pas focusé uniquement autour de la donnée géographique. Ils ont focusé autour des grands jeux de données qu'on pouvait trouver à peu près dans les grands portails open data nationaux. Donc une grande hétérogénéité de la donnée publiée, ça effectivement, sur le portail open data de Rennes, on ne retrouvera pas les mêmes choses que sur le portail open data de Montpellier. Il y aura des similitudes, mais des fois il y aura ce jeu de données, des fois il n'y sera pas, ou des fois il y sera. Une documentation laconique et souvent pas très bien fournie, ça c'est pas forcément très bien, parce que si la donnée n'est pas documentée, ça limite de fait son utilisabilité. Et moi je le vois souvent, c'est des données qui sur le papier sont très intéressantes, mais dans les faits, on ne peut pas les exploiter. Celui-là me fait beaucoup rire, donc portail open data de la métropole européenne de Lille, et je cherche à télécharger avec mes étudiants qui veulent faire une étude sur l'intermodalité, les stations de métro. Puis on se retrouve où? Au large de l'Éthiopie. Donc pour ceux qui connaissent, c'est l'exemple classique, j'ai inversé latitude et longitude. Donc là, on voit, avec une expertise géomatique, en tant que telle, on n'aurait pas forcément laissé passer le truc. Là, en gros, la personne a dû faire de la publication à la volée, c'est pas un problème. Donc moi, pour l'anecdote, je l'avais signalé sur Twitter, et puis quelques semaines après, ils avaient fait la modification. Ça peut paraître anecdotique, mais ça montre bien que voilà, l'open data géographique, c'est de l'open data, mais avec quand même ses spécificités qui est la donnée spatiale. Ou encore ici, un autre exemple, c'est un jeu de données sur les corridors de biodiversité qu'on retrouve sur l'IDS régional qui est Géo-Bretagne. Donc là, pareil, des étudiants d'environnement qui me disent « Ah, monsieur, c'est super, on a trouvé une donnée sur les corridors de biodiversité, on va pouvoir faire un diagnostic. » Ah, très bien, on regarde la géométrie, oui, c'est intéressant. Puis je leur dis « Allez voir la table attributaire pour voir est-ce qu'on peut donner du sens à cette donnée. » Le problème, c'est qu'il y a une table attributaire, un peu à la BD Carthage, où on a une trentaine de champs avec des noms. On ne sait pas à quoi ça correspond avec des typologies, et ici, pas de fiche de documentation, pas de fiche de métadonnées. Donc au final, la donnée, on la met de côté, elle est intéressante, mais on ne sait pas l'interpréter, donc on ne peut pas lui donner du sens. Donc ça, c'est quelque chose qui est plutôt récurrent dans l'open data. Donc encore une fois, il y a besoin de géomaticiens pour repasser entre guillemets derrière et dire peut-être une fiche de métadonnées, ou peut-être simplifier la structure de la table attributaire. Il n'y a peut-être pas besoin des 40 champs, mais peut-être 2 champs bien nommés suffiront amplement.
Alors pourquoi un géomaticien pour conclure cette première partie dans l'open data? Bon, c'est ma vision personnelle, hein, je vous le rappelle, moi je suis enseignant-chercheur, donc un peu comme Siri, on essaye d'être le plus près possible des acteurs opérationnels, publics-privés, via l'insertion professionnelle ou via les ateliers professionnels, mais effectivement on reste quand même aussi un peu dans notre monde. Donc pourquoi un géomaticien, en tout cas dans l'open data territorial? D'une part parce que les géomaticiens ont des savoirs et des compétences autour de la donnée numérique et autour de la donnée spatiale, de la donnée géonumérique. Ça, c'est certain. Comme le disait Thierry et comme je le disais, l'information géographique est une donnée d'un type particulier, qui modélise, qui représente le monde, donc l'espace. Donc voilà, c'est l'espace, il y a besoin de choses particulières. En termes de format, les standards ouverts, en termes de système de projection, sur combien de portails open data, je dirais même la plupart. Après, c'est une vision personnelle, on a les données qui sont mises à disposition en WGS 84, qui est le système de coordonnées de référence utilisé par les Américains, celui du GPS, celui d'OpenStreetMap. C'est très intéressant, mais quand tu veux faire un buffer en WGS 84 dans un logiciel SIG, ça ne marche pas, parce que les métriques ne sont pas les mêmes. Donc il faut reconvertir en Lambert 93. Donc ça, pour les étudiants, par exemple, en licence, c'est leur premier réflexe. Dès que tu récupères un jeu de données open data, la plupart du temps, tu le reconvertis en Lambert 93. Ça fait partie des compétences, mais je veux dire, à un moment donné, si on fait de l'open data géographique, on utilise le système de coordonnées de référence français. Mais bon, après, chacun fait un peu comme il veut. En termes de formalisme, en termes de structuration, etc. Et pareil, chose que j'aime beaucoup dire aux étudiants quand ils ont terminé, leur expliquer qu'aujourd'hui, effectivement, le géomaticien, pour moi, il a un rôle hybride. Il se positionne à l'interface, c'est une sorte d'intermédiaire entre le thématicien, comme le chargé de mission mobilité, urbanisme, environnement, et plutôt l'informaticien, le technicien. Parce que le géomaticien, souvent, il a cette double casquette. Cette casquette technique, méthodo autour de la data géographique, mais également une casquette plutôt thématique qu'il peut avoir à travers des enseignements en aménagement, en environnement, en gestion des risques, quel que soit, en rapport avec le type de master, en rapport avec la formation qu'il a pu suivre. Et puis le géomaticien, à mon sens, il est également là aujourd'hui en collectivité pour pouvoir sensibiliser, même si Thierry n'aime pas forcément ce terme, aux bonnes pratiques. Justement, ces bonnes pratiques, dire tu peux peut-être privilégier ce système de projection ou privilégier tel format, c'est peut-être plus intéressant. Et pourquoi? Parce qu'il ne faut pas oublier que l'open data, ce n'est pas juste mettre à disposition des données. Si on met à disposition des données, mais qu'il n'y a pas de réappropriation, en gros, ça ne sert à rien de faire de l'open data. À part pour dire, sur mon portail open data, j'ai 10 millions de jeux de données diffusés. Mais si personne ne les utilise, je ne vois pas trop l'intérêt. Et le principe même de l'open data, c'est la réutilisation. Donc pour optimiser, pour favoriser la réutilisation des données en open data, il faut que ces données soient au maximum utilisables, compréhensibles en l'état. Et puis, si on continue, du coup, aujourd'hui, on a des acteurs comme Open Data Soft, qui est le leader français de la prestation de portail Open Data, qui nous propose, parce qu'Open Data Soft centralise des milliers et des milliers de jeux de données, via toutes les plateformes qu'il a pu déployer dans les collectivités, il nous propose depuis quelques semaines cette application qui s'appelle Territoire Live, qui est très intéressante. Et en gros, là, ils nous disent, Open Data Soft, vous prenez plus la tête à aller chercher les données de l'INSEE, vous prenez plus la tête à aller chercher les découpages administratifs pour faire des cartes ou des diagnostics. Nous, on a tout à disposition. Oui, mais c'est pas aussi simple que ça. Le géomaticien, au-delà d'avoir une connaissance sur la donnée géographique, il a également cette compétence de donner du sens aux données, de faire de la cartographie, d'essayer de faire des cartes qui ont à peu près de l'allure, qui suivent un minimum de règles. Il a cette compétence de spatialisation par le géocodage, par exemple, et il a également cette spécificité que le data scientist n'a pas, et à mon sens n'aura jamais, la maîtrise de l'analyse spatiale, des géotraitements. Oui, faire des buffers, c'est intéressant, mais je veux dire, je pense que les auditeurs du Master SILAT ne savent pas uniquement faire des buffers. Ils ont des vraies compétences en termes d'analyse spatiale, vectorielle, raster, sur des chaînes de traitement automatisées, d'analyse multicritère, du scoring, ce qu'on demande aujourd'hui aux géomaticiens. Il n'est pas uniquement cartographe. Donc ce n'est pas avec ce type d'application ou des petits tableaux de bord où on voit le nombre de gens qui sont nés chaque année qu'on va pouvoir faire un vrai diagnostic territorial, par exemple, sur une commune. Et puis, il y a aussi, dans cette mouvance de l'open data, ces jeux de données, ils servent également à plein d'entreprises, notamment les personnes qui présenteront juste après moi, ces entreprises qui se positionnent sur des services innovants autour des données spatiales. J'en cite
ici qui sont des entreprises françaises, donc surtout orientées autour de la prospective foncière et immobilière, donc quelqu'un spatialiste, je ne sais pas si on dit comme ça, ou spécialiste ou spatialiste, voilà. Horus, qui fait à peu près, je pense, le même taf, mais peut-être moins grand. Urban & qui est plus orienté urbanisme, donc là on voit sur les promesses des algorithmes qui vont vous permettre, en gros, de faire de l'argent, c'est un peu le principe sur du prédictif. Et celle qui me fait toujours bien sourire, ForCity, la plateforme 4D de prise de décision territoriale, dont on ne sait pas forcément ce qu'il y a dedans, et qui reste une grosse boîte noire. Mais en tout cas, voilà, sur ces données ouvertes, on voit aussi derrière qu'il y a un marché émergent sur la valorisation et surtout sur l'exploitation et l'analyse de ces jeux de données. Sans la publication des PLU, du cadastre ou des SCOT, on ne pourrait pas forcément avoir des entreprises comme ça, parce qu'elles n'auraient pas forcément accès aux mêmes données, surtout qu'aujourd'hui, c'est à l'échelle nationale. Et puis, voilà, pour l'emploi, vous inquiétez pas, chers étudiants du Master SILAT, ces entreprises, elles ont effectivement besoin de développeurs Python, de data scientists, mais on le voit, LK Spatialist recrute encore, pour le confirmer, en ce moment des géomaticiens. ForCity recherche également encore en ce moment des géomaticiens. Et Urban & recherche aussi des géomaticiens. Donc on le voit là, il n'y a pas une prédominance de l'informatique. Effectivement, quand on regarde les offres d'emploi, on cherche plutôt des profils info, mais il y a toujours, et j'espère qu'il y aura toujours besoin de spécialistes de l'information géographique dans ce type d'entreprise. J'en arrive maintenant à la deuxième partie. Il me reste 5 minutes. Je vais aller très vite. Donc, qui est la partie plutôt sur escaleur du crowdsourcing géographique. On a encore besoin des spécialistes. Ma réponse est oui. Je passe très vite. Juste insister sur qu'effectivement, aujourd'hui, la différence entre professionnel et amateur devient floue. C'est plus aussi simple qu'avant. Un amateur peut être professionnel et un professionnel amateur, surtout dans le monde de l'information géographique. L'exemple qu'on peut citer, que je trouve intéressant, c'est l'IGN avec son espace collaboratif qui permet à monsieur et madame tout le monde de mettre à jour les bases de données de l'IGN, mais quand on regarde dans les faits, c'est pas si simple. Moi j'aime bien aller un peu fouiner, puis hier soir je suis allé voir qui sont les personnes qui ont fait des signalements dernièrement. C'est des gens qui travaillent dans les SDIS ou des gens qui travaillent autour de la base d'adresse nationale. Donc là, il n'y a pas mes parents férus de randonnée qui sont allés faire remonter de l'information sur les cartes topo. Donc on voit que c'est quand même un outil très intéressant, mais là, l'ouverture au grand public existe en théorie, mais dans la pratique, on reste quand même dans la sphère géomatique. Celui qui m'intéresse le plus, c'est évidemment OpenStreetMap. Donc OpenStreetMap, tout le monde connaît, je ne refais pas un laïus là-dessus. OpenStreetMap, ce n'est pas uniquement des cartes. D'ailleurs, ce n'est pas des cartes OSM, c'est une base de données. Donc, ce sont des datas. OSM, c'est avant tout une communauté de pratiques. Donc, ce sont des gens qui se rassemblent, moi j'en fais partie, et puis voilà, on discute données, on discute projets. Une communauté de pratiques structurée, organisée, au niveau international, mais également au niveau national et local. Plus de 4 millions de personnes, des rencontres, et chose très intéressante dans ce flou artistique, dans la distinction amateur-professionnel, sur OSM, comme un peu sur Wikipédia, on a un vrai accompagnement des contributeurs par des tutoriels, par des forums, par des wikis, par des listes de diffusion. C'est-à-dire que le contributeur n'est pas laissé à lui-même, il est accompagné dans sa démarche. Et puis OSM, moi j'aime bien dire qu'effectivement c'est une base de données libre, ouverte, et surtout elle est vivante, elle est évolutive, elle n'est pas statique comme beaucoup de bases de données géographiques dans les collectivités territoriales. Il y a 4 milliards d'objets aujourd'hui dans OSM, donc je pense que ça doit être la plus grosse base de données géographique qui existe. Peut-être que du côté des États-Unis ou peut-être de la Chine, il y a peut-être des plus grosses bases. En tout cas, j'en suis pas persuadé. En moyenne, 3 millions de modifications par jour. Donc on voit ce côté évolutif vivant de la base de données. Une couverture mondiale est très important lorsqu'on parle de qualité. L'archivage, l'historicité des modifications. Un acteur incontournable, effectivement, l'exemple qu'on cite, c'est la BANO, donc base adresse nationale ouverte, partenariat IGN, La Poste, OpenStreetMap, une reconnaissance sur DataGouv, et puis une reconnaissance sur certains portails Open Data, comme celui de Montpellier, qui publie les jeux de données directement issus d'OSM. C'est assez rare pour le souligner. Puis je pense que les acteurs jouent le jeu aussi de contribuer au projet OSM. Enfin, je l'espère, sinon c'est pas très rigolo. Alors, ce que je voulais vous montrer, c'est ça. En préparant la présentation, je me suis posé la question amateur spécialiste, spécialiste amateur. À mon sens, c'est plus compliqué que ça. Parce que sur OSM, les amateurs, ce sont des spécialistes. Lorsqu'on voit le niveau de technicité de ce qu'est le projet OSM, ici, c'est le schéma de la base de données. Il est ultra compliqué. Les gars qui ont conçu et qui font évoluer OSM, c'est essentiellement des gens plutôt orientés informatique, base de données. Okay ? Et puis lorsqu'on commence à rentrer dans OSM vraiment, ce n'est pas des lignes, des points, des polygones, c'est des nœuds, des relations, des chemins,
des zones. Et il n'y a pas de table attributaire avec des colonnes. C'est un système sémantique qu'on appelle des keys et des values, des clés et des valeurs. Donc, même moi, mes étudiants de M2, quand on commence vraiment à les regarder dans le dur, qu'est-ce que la donnée OSM, ils sont perdus. Au bout de quelques heures, ils commencent à comprendre, mais ce n'est pas une donnée aussi simple que télécharger BD Topo. Voilà, il y a BD Topo, il y a le bâti, puis il y a une colonne auteur. C'est une donnée très très compliquée. Donc, évidemment, des amateurs spécialistes, mais dans le même temps, ce sont des spécialistes qui sont amateurs. Lorsqu'on regarde qui sont les contributeurs OSM, ça c'est une enquête qui avait été menée par des collègues bordelais en 2016. Donc c'est essentiellement des gens qui ont Bac+3, Bac+4, Bac+5. C'est des gens qui sont essentiellement cadres de collectivité, qui sont géomaticiens, qui sont informaticiens. Donc on le voit ici, l'amateur, des amateurs spécialistes et dans le même temps des spécialistes amateurs. Donc après on a toujours des gens sur OSM qui ne sont pas forcément de la partie de la géomatique ou de l'informatique, mais c'est plutôt rare. Rapidement sur la qualité, parce que c'est une question... Oui, 2 minutes, très rapidement. C'est une question qu'on peut poser, moi ça fait 10 ans que je m'intéresse à OSM, il y a 10 ans on me posait déjà, oui c'est très intéressant, mais la qualité des données. La qualité des données, oui, effectivement c'est au cœur des questionnements sur OSM. Sur OSM, il y a toute une série d'outils, je ne vais pas les je vais pas les présenter parce que j'ai plus de temps, autour de la qualité des données. Des outils de signalement d'anomalies, des outils de détection d'erreurs automatisées, des outils de suivi, donc par exemple JOSM Validator, Osmose, OSM Inspector, MapRoulette, voilà. Donc voilà, il y a plein d'outils qui existent, qui essayent de détecter un peu les incohérences géométriques sémantiques pour pouvoir les donner à l'opérateur humain. Donc ici, on n'est pas sur une interaction machine-to-machine, c'est plutôt la machine qui identifie un problème et c'est l'opérateur humain qui prend le relais pour faire la correction. Et puis la qualité des données, ça intéresse depuis toujours les universitaires, et puis pas que les universitaires, les agences de cartographie, les producteurs de bases de données. Donc récemment, il y a un article qui a été publié, moi je ne m'en rendais pas compte, il y a plus de 400 publications qui ont été faites autour de la qualité des données SM. Donc c'est un sujet qui a été traité et surtraité. Qu'est-ce qui ressort pour faire simple? Ce sont des données de très bonne qualité. Par contre, le problème, c'est évidemment, vous en doutez, l'exhaustivité. C'est-à-dire que OSM, on peut avoir des données de très bonne qualité à un endroit, mais dans la commune d'à côté, on n'aura pas cette information. Encore un exemple que j'ai en cours, j'ai des étudiants qui veulent travailler sur les aménagements cyclables à l'échelle de l'Ille-et-Vilaine. On ne trouve pas de données sur les aménagements cyclables, du coup je leur dis, allez sur OSM. Ils téléchargent les données OSM en lien avec les aménagements cyclables, on le voit sur la carte. Certaines communes sont couvertes, d'autres ne sont pas couvertes. Ça ne veut pas dire que dans la réalité, dans les communes où il n'y a pas de ligne rouge ou de ligne verte, il n'y a pas d'aménagement cyclable. C'est juste qu'il n'y a pas eu de contributeurs qui ont numérisé, qui ont digitalisé cette information. Pareil, l'exhaustivité au niveau sémantique, on ne voit pas très bien ici, c'est juste un jeu de données sur la voirie. On voit le tableau, la table attributaire, elle n'est pas complète, elle n'est pas exhaustive, il y a des trous. Dans certains cas, j'aurai le nom de la route, le nombre de voies, la vitesse maximale, s'il y a un feu rouge, s'il y a un lampadaire. Et puis des fois, j'aurai juste, par exemple, le nom de la route. Et puis des fois, j'aurai juste rien. Donc OSM, c'est très intéressant, mais son facteur limitatif, aujourd'hui en tout cas à mon sens, c'est évidemment l'exhaustivité de ces données. Et puis OSM, ce n'est pas uniquement des routes, des arrêts de bus ou des poubelles, c'est aussi de nouveaux chantiers, notamment l'intégration des données en 3 dimensions, avec des clés et des valeurs, building, hauteur, nombre d'étages, qui vient vraiment révolutionner OSM, ou encore la cartographie intérieure, ça fait déjà quand même quelques années qu'on travaille là-dessus. Alors, responsabilité du géomaticien sur OSM, pour moi non. Voilà. Par contre, on va finaliser expertise du géomaticien sur ces données. Ça, c'est certain. Et puis toujours faire la différence entre la qualité interne et la qualité externe, c'est-à-dire la qualité interne, la qualité intrinsèque de la donnée, et la qualité externe par rapport aux usages. Donc pour conclure, rapidement, des données géographiques partout. Ça, c'est évident. De plus en plus de besoins en géomatique, au-delà des domaines classiques. Ça, c'est certain. Aujourd'hui, les géomaticiens se placent un peu où ils veulent. On trouve des géomaticiens partout. Besoin de spécialistes des données spatiales, en termes de collecte, de structuration, d'analyse, de diffusion. Et le métier de la géomatique évolue, se complexifie et prend une multitude de formes. Puis pour moi, aujourd'hui, il n'y a pas un, mais plein de types de géomaticiens. Et il faut absolument ne pas succomber à la technicité ou à l'appel de l'informatique, des algorithmes, de la data science. Non, le géomaticien doit rester géomaticien. Oui, il doit monter en compétence sur cette partie, mais lorsque je vois ici en gros, à quoi correspond un géodata scientist? Pour moi, ça ne me parle pas forcément. Pour moi, les étudiants que je forme ne peuvent pas être à la fois
des cartographes, des spécialistes des bases de données, des spécialistes de la data vis, des spécialistes du machine learning, ou encore, on le voit, de l'informatique. Donc je pense que chacun doit, entre guillemets, rester à sa place, même s'il y a des échanges et des interactions à faire. Mais en tout cas, le géomaticien, pour conclure, on en a besoin, plus que jamais. Mais c'est aussi à vous de défendre votre position, parce que les informaticiens sont là, et voilà, ils peuvent prendre votre place. Donc, voilà. Désolé pour le temps, excusez-moi. Alors, donc merci Boris pour cette présentation. Est-ce que vous pouvez vous asseoir ou rester là? Parce qu'on a prévu 15 minutes de questions. Donc les personnes qui souhaitent poser une question, faire un commentaire, libre à vous. Hein. Même c'est mieux que libre à vous. Prenez la parole. Voilà. Il y a quelqu'un qui va... Bonjour Boris. Je voulais quand même faire une petite précision sur ce que tu as dit à propos de l'IGN, sur le côté crowdsourcing à l'IGN. Je crois qu'il ne faut pas se leurrer, ce n'est pas l'objectif de l'IGN, le crowdsourcing à la foule, etc. Ils n'en sont pas là pour l'instant. Pour l'instant, ils sont dans l'animation de communautés, effectivement, de professionnels, et à qui mettre des outils à disposition. Donc je pense que voilà, il ne faut pas leur faire un procès d'intention sur une intention qui en fait n'ont pas, alors même si tout le monde utilise les mêmes termes et que les outils sont donc de fait exposés à tout le monde. Mais l'objectif aujourd'hui, ils sont vraiment dans l'animation de communautés, ils n'en sont pas à la foule anonyme. C'est pas un procès d'attention, hein, c'est juste qu'il faut toujours se méfier. Hein, c'est comme, on le sait, hein, les termes de open data, de smart city, etc. Enfin, effectivement, le crowdsourcing, même en général dans l'information géographique, même sur le Google Map Maker qui aujourd'hui est basculé en local, ça reste ouvert à tout le monde, mais souvent dans les faits, on se rend compte que c'est quand même certaines personnes qui vont quand même contribuer. Et puis effectivement, l'IGN, c'est quand même essentiellement des professionnels, mais comme sur OSM en général. Donc je pense que c'est plutôt une logique qu'on va retrouver un peu partout. Puis je ne l'ai pas précisé, on a aussi cette loi que vous connaissez sûrement dans les contributions en ligne, hein, ce qu'on appelle le 90.9.1. En gros, sur des projets comme Wikipédia ou OpenStreetMap, ce qu'on appelle des projets participatifs, collaboratifs, on a 90% en gros des gens qui consultent, qui profitent de l'information, de l'intelligence collective, 9% qui contribuent un petit peu, et souvent c'est 1% de vrai, de dur, qui s'occupe vraiment de faire tourner l'affaire et de faire la plupart des contributions. Très bien. Oui, alors moi je voulais faire un commentaire que j'ai bien aimé l'effet Blade Runner, parce qu'en fait dans les collectivités territoriales, l'expérience c'est que il y a des services où en effet c'est très moderne, on parle de Smart City, etc. Puis il y a d'autres services qui sont plus archaïques, qui restent encore crayon et au papier. Et en fait, dans le métier de géomaticien, il reste un peu cette fonction qui a maintenant un nom assez moderne, c'est celle d'évangéliste. Alors je l'aime bien parce que ça fait un peu religieux, mais je pense encore que le géomaticien reste un grand évangéliste, je le dis à mes collègues tous les jours, pour convaincre, pour pénétrer des services qui ne sont pas encore pénétrés par cette culture de l'information numérisée, mis à jour, etc. Donc il y a encore ces fonctions un peu traditionnelles. Je suis Jérôme Duval et je suis technicien SIG à Montpellier, à Métropole. Voilà, je voulais dire, ce qui ressort des deux exposés que vous avez fait quand même, c'est qu'il y a un enjeu de pouvoir très important. Et il me semble... Je sais même pas s'il est allumé. Oui, ok. Il y a un enjeu de pouvoir très important et il me semble que les politiques... du moins, je ne sais pas comment c'est ailleurs, mais il me semble qu'ils ne se sont pas vraiment emparés de la chose vraiment sérieusement, sinon pour des besoins assez ponctuels ou un peu comme vitrine. Alors peut-être je me trompe, mais j'aimerais avoir votre avis là-dessus. Et juste pour dire, sur le géoportail de l'urbanisme, en fait, les documents sont numérisés doivent être sur le géoportail pour être opposables, mais ce n'est pas la disparition du PLU papier. Voilà. C'est juste une précision.
Sur la dimension politique, effectivement, après, moi, je ne fais pas affaire avec 1000 collectivités, je fais beaucoup affaire avec une collectivité qui se revendique beaucoup, ville intelligente, c'est son slogan, pionnière de l'open data, qui est Rennes Métropole, pour faire affaire avec à la fois les services SIG et les services innovation numérique. Déjà, on est sur deux logiques. Déjà, moi, je trouve très intéressant sur cet exemple-là, sur la stratégie open data de Rennes, pour faire très simple, au sein de Rennes Métropole, vous avez deux dispositifs open data, même si certains vont me dire que ce n'est pas un dispositif. On a d'un côté une infrastructure de données spatiales qui diffuse de la donnée géographique en format OGC et compagnie, qui est gérée par le service SIG, et en parallèle, on a le service innovation numérique qui a mis en place son propre portail. Mais on a du doublon de données. Enfin, je veux dire, la donnée qui est dans l'un, elle est dans l'autre. Et on a un troisième acteur pour information qui est Keolis, qui est l'opérateur de transport en public, qui lui-même a un portail open data qui reprend des données. Donc là, effectivement, on est plutôt, je pense, sur une logique de vitrine, de marketing. En tout cas, l'IDS du service SIG est opérationnel et beaucoup utilisé par les acteurs. Le portail open data est plus là pour faire joli, même s'il est utilisé, même s'il a un rôle, en tout cas. Et puis je pense que d'une manière générale, effectivement, il n'y a pas encore peut-être, ça dépend peut-être des collectivités, une vraie prise de conscience. Moi, de ce que je vois, c'est qu'on est vraiment sur un discours plutôt prophétique qui mélange un petit peu tout. Récemment, Rennes a lancé son service public métropolitain de la donnée. Enfin, pour être allé voir un peu ce que racontaient les élus et les entreprises privées qui étaient là, c'est flou, quoi. C'est du blabla. Mais après, c'est mon point de vue d'universitaire qui est aussi là pour un peu payer à critiquer, mais voilà. Essayer de mettre le doigt sur quelque chose. Mais j'ai trouvé l'idée très intéressante fondamentalement, mais j'ai trouvé ça quand même assez flou. En termes opérationnels, il y a un intérêt, mais en termes opérationnels, je ne vois pas comment ils vont pouvoir mettre forcément ça en place. Et puis c'est pareil, il y a un mélange des genres, puis je pense que c'est pareil dans toutes les collectivités, quoi, de mélanger d'un côté le mouvement d'ouverture des données open data, puis de le mêler à la smart city, puis aux mobilités intelligentes. Donc en gros, c'est du numérique, effectivement, qui fait partie des pratiques, qui vient renouveler un peu le genre, mais on s'entend, il y a des pratiques numériques qui sont complètement spécifiques. Dans une logique d'Internet des objets ou d'IoT, on peut avoir de la géomatique, mais on n'est pas sur les mêmes process. Sur une logique de smart city, de mobilité intelligente, on peut mobiliser de la géomatique ou de l'IoT, mais je veux dire, on ne peut pas, à mon sens, aujourd'hui, les politiques mélangent un petit peu tout. Et en tout cas, c'est déjà très intéressant qu'ils aient un peu cette prise de conscience. Nicolas Moirou, IRCA, et aussi animateur OpenStreetMap local. Donc comme tu as parlé d'OpenStreetMap, je ne peux pas m'empêcher de réagir un petit peu. Non, c'était juste parce que tu as dit à un moment, tu as donné l'impression que c'était très compliqué de contribuer à OpenStreetMap. Voilà, oui, non, mais il y avait peut-être une petite confusion. C'est vrai que la structure de la base de données derrière est assez complexe, mais quand on veut contribuer à OpenStreetMap, on n'a pas besoin de s'occuper de toute cette complexité. Il y a des outils vraiment simples qui permettent de contribuer, de faire contribuer n'importe qui, même quelqu'un qui n'est pas spécialiste en géomatique. Et notamment, dans le coin, on organise souvent des cartoparties avec des associations de retraités dans les villages, par exemple, qui ne sont pas du tout des gens même à l'aise avec la technologie numérique. Et ça marche très bien. Alors après, c'est vrai que dans des études, comme tu as montré, on ne voit pas forcément ces gens-là, parce que c'est à travers des gens qui sont plus contributeurs techniques qui vont les aider. Et donc c'est un peu transparent, quoi. On les voit pas trop, mais on a fait des cartoparties dans des villages où voilà, on avait des associations locales qui avaient déjà, notamment sur des capitelles qui sont des petites cabanes en pierre sèche qu'il y a un peu partout ici, ils avaient déjà fait un gros travail avec des GPS référencés et tout était dans des classeurs papier. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a juste repris ces données-là, on est allé les vérifier, on les a versées dans OpenStreetMap, on les a aidés à faire ce travail. Et ils étaient super contents qu'on valorise un travail comme ça qu'ils avaient fait et qui n'était pas visible. Donc voilà, c'est un exemple, on peut très facilement, avec des gens qui ne sont pas du tout des géomaticiens ni des informaticiens, faire des choses dans OpenStreetMap et c'est pas du tout compliqué, quoi. Voilà. Après, ça a peut-être été mal compris. Effectivement, non, la contribution, je ne pense pas qu'elle soit compliquée. Puis comme tu le dis très bien, il y a des relais, il y a les cartoparties. Puis pour en faire aussi beaucoup de cartoparties avec les étudiants et puis d'autres gens, c'est vrai qu'on utilise beaucoup le support papier de prime abord pour après retourner en salle pour numériser l'information. Ce que je trouve compliqué, puis pour m'y intéresser vraiment un peu dans le dur depuis quelques temps, c'est la réutilisation et l'utilisabilité de la donnée pour un non-spécialiste. Moi, je suis géomaticien, donc au bout d'un moment, une fois que tu as compris le système de clé de valeur, le système géométrique de points, de nœuds, mais de prime abord, de dire, bah voilà, un bâtiment, c'est un ensemble de points, de nœuds. Enfin, tu vois, je veux dire, la réutilisation n'est pas forcément simple. Pareil sur, je rentre dans le technique, mais j'utilise beaucoup l'API Overpass. C'est pareil, tu as d'autres outils comme QuickOSM qui vont te permettre de récupérer plus facilement. Mais quand tu veux vraiment former tes praticiens à ça, c'est bien qu'ils voient le dur.
Moi, j'ai eu encore l'expérience cette année quand j'ai emmené des étudiants de M2 en géomatique dans l'API Overpass et dans comment la donnée se structure. Ils ont compris au bout d'un moment, mais pour des géomaticiens, ça n'a pas été naturel en fait. Mais c'est pas un reproche que je fais au SM, au contraire, je trouve ça, enfin le côté clé-valeur, je le trouve novateur. Avec un outil comme QuickOSM, on se rapproche quand même de plus en plus de quelque chose de clic. Enfin, il y a encore quelques petites choses à améliorer sans doute, mais je pense qu'on est bientôt dans l'utilisabilité par un géomaticien qui utilise son outil bureautique qui n'a pas forcément de connaissances derrière sur un langage d'API ou quoi que ce soit. À mon avis, on y est presque, quoi. On y est presque, mais après, pour en avoir discuté avec des collègues qui avaient fait aussi des cartes parties, le reproche qu'ils avaient, c'était pas dans la phase de production, c'était dans la phase de récupération. Parce que voilà, fallait leur expliquer comment ils pouvaient récupérer soit par leur pseudonyme, soit par l'emprise géographique et une date. Donc, en gros, ils contribuaient au projet, mais ils avaient de la difficulté à pouvoir avoir un peu le retour sur investissement, de pouvoir télécharger les données qu'ils avaient eux-mêmes données au projet. Mais après, très bien. J'aimerais qu'on passe, parce qu'il y a plein de questions, il reste 5 minutes. Donc je pense que OpenStreet, on va arrêter, quoi. Voilà. Oui, bonjour. Donc je vais faire court. Bruno Lafage, Agence française pour la biodiversité. Je suis animateur d'un réseau de géomaticiens. Les deux présentations qui ont eu lieu, là, elles ont vraiment une résonance. C'est toute l'actualité un petit peu des questions qu'on a au niveau de l'Agence française pour la biodiversité sur le métier de géomaticien. Le mot crise identitaire est peut-être un petit peu fort, j'ai pas trouvé autre chose, mais si la géomatique était quelque chose de stratégique il y a quelques années, aujourd'hui on voit un glissement plus sur la donnée. C'est la donnée qui devient stratégique et plus la géomatique. Et comment se positionnent les géomaticiens là-dessus? Ils se retrouvent en concurrence avec les GAFA dont vous avez parlé, qui eux rendent un petit peu la géomatique facile pour tout le monde. Mais il y avait tout ce que vous avez cité, la dichotomie amateur, spécialiste, etc. Et cette crise identitaire un petit peu, c'est ce qu'étaient les géomaticiens il y a quelques années, ce qu'ils sont aujourd'hui et quel est leur avenir. Donc ça, vous l'avez bien exprimé. Et on est aussi dans une politique de réduction des ETP, politique d'optimisation des moyens, etc. Donc c'est est-ce qu'on garde des géomaticiens, est-ce qu'on les transforme, etc. Bon, on me regarde, il faut que je fasse court. Très bien. Pour répondre rapidement. On va prendre 3 questions et puis on va finir parce qu'il n'y a plus le temps. Hein. Alors, pour ceux qui ne pourront pas prendre, pour ceux auxquels on ne prendra pas les questions, gardez-les et cet après-midi, sur les tables rondes, on pourra les refaire. Alors, Bruno Béguin, chef de projet SIG à la métropole de Montpellier. Ma question portée, c'est complémentaire à votre intervention, c'est sur l'enjeu de la formation professionnelle des vieux géomaticiens comme moi par rapport à ces révolutions importantes. Voilà. Monsieur, très court, hein. Très court. Oh, ça va être difficile. Ah non, c'est très court. Alors sinon, maintenant que je suis debout. La Wari Kadouri. Alors juste sur les documents opposables sur le GPU, le géoportail, c'est pas les documents graphiques, c'est bien le document papier qui prévaut en termes d'opposabilité. Sur le métier de géomaticien, parce que nous on en a quand même pas mal des géomaticiens, il y en a beaucoup qui sont représentés. Effectivement, on recrute beaucoup. Et pour rebondir sur l'intervention, ça devient de plus en plus important. On en a besoin de plus en plus et dans beaucoup de secteurs, vraiment dans beaucoup de secteurs du numérique et en particulier les startups. Par contre, effectivement, vous parliez de Blade Runner, oui, géomaticien, pour moi, ça reste encore classique, sauf qu'au niveau développement informatique, on a besoin de gens qui sont un peu plus compétents dans le développement. Par contre, on se rend compte qu'il y en a, vous parliez des informaticiens qui prendraient la place des géomaticiens, c'est impossible. Hein. Moi, je vous le dis, on en a des très très bons, des informaticiens. C'est pas du tout des géomaticiens, ils comprennent rien à ce que c'est que le territoire, l'analyse spatiale, l'humain, etc. Donc voilà, c'est des métiers différents. Et vous parliez d'interopérabilité dans les données, mais en fait, c'est aussi de l'interopérabilité dans les métiers. Ok, donc, merci monsieur. Merci. Voilà. Donc les réponses, Boris. Je suis désolé, j'ai dit que je serais le maître du temps et Très je suis le maître rapidement du temps. sur la première question, sur l'évolution du métier, effectivement, nous ce qu'on voit, moi je le vois surtout par les stages qu'on peut encadrer, leurs stages de fin d'études en M1 et M2, c'est effectivement aujourd'hui la mission du géomaticien, ce que je vois beaucoup, c'est rendre autonome l'utilisateur en bureau d'études, en collectivité. Donc le géomaticien, de ce que je dis et de ce que je vois dans ce que je peux voir sur les rapports, c'est voilà, le géomaticien arrive en collectivité, en bureau d'études, il vient, pour faire simple, il développe une base de données PostgrePOGIS avec un viewer, histoire que les thématiciens, l'urbaniste, le chargé de mission puissent être autonomes dans la production des cartes.
Donc je pense qu'il y a vraiment aujourd'hui un enjeu de rendre autonome l'utilisateur lambda, la secrétaire de mairie ou le chargé de mission, pour éviter d'aller voir le géomaticien pour la capa avec les cartes. Mais effectivement, comme vous disiez, je pense que la clé aujourd'hui, c'est la donnée. Mais est-ce que le géomaticien aujourd'hui est un gestionnaire ou un administrateur de base de données? Je ne sais pas, parce que ce n'est pas non plus son cœur de métier. Sur la formation des déjà pratiquants, je ne sais pas, il faut peut-être aller voir du côté d'Esri, ils font des formations, ou il faut retourner à l'université. Mais après, effectivement, moi je le vois, quand j'étais étudiant, c'était il y a 10 ans, ça fait 4 ans que je suis en poste, rien qu'en 4 ans, nos maquettes, c'est-à-dire ce qu'on fait dans les cours, évoluent vraiment très vite, avec une place quand même grandissante et une belle place à l'informatique. Ça, c'est certain. Et puis, comme vous le disiez très bien, effectivement, il y a 2 métiers. Mais à des moments, on voit des annonces. Il n'y a pas longtemps, il y avait une étudiante qui vient me voir, qui me dit je veux faire un stage chez Capgemini dans une grosse boîte. Ils cherchent un géodata scientist. Je lui fais attention. Nous, ici, à Rennes, c'est une université de sciences humaines et sociales, en géographie, même si on a une mention géomatique. Ils ont un background d'une licence de géo. Et je lui dis attention, méfie-toi. Donc, elle est allée voir les gens et elle s'est rendue compte que ce n'était pas elle, parce que la personne devait faire de la programmation, du développement et du machine learning. Nous, on n'a pas encore des cours de machine learning, et je ne sais pas si un jour on proposera des cours de machine learning. On préfère à la rigueur faire des cours de sémiologie graphique que des cours de machine learning. Mais effectivement, le monde de l'emploi, il évolue quand même très vite. Et puis après, sur la formation des gens déjà pratiquants, je ne sais pas, ça dépend peut-être des personnes, ça dépend peut-être de si ça vient d'en haut. Mais effectivement, c'est une question qui se pose dans le sens où je pense que même sur une génération de géomaticiens, le métier a évolué et les compétences, notamment techniques et méthodologiques, ont aussi beaucoup évolué, mais au détriment aussi de certaines choses que vous avez peut-être pu avoir à l'époque, qu'aujourd'hui peut-être les étudiants d'un master SILAT ont moins, mais ils ont peut-être plus de compétences. Donc j'espère que tout essaye de se recalibrer, mais ce n'est pas forcément évident.